Et on sent que les monarchies du Golfe sont en train de faire dans leur froc. Je suis désolé pour l'expression. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah oui, mais- Est-ce que je vous en pose des questions, ouais? Alors, c'est relativement passé inaperçu dans les médias, mais un traité international, peut-être de premier plan, peut-être historique, a été signé mi-septembre 2020 entre Israël et les Émirats arabes unis sous l'égide des États-Unis. Plus précisément, ces accords, qu'on appelle les accords d'Abraham, se divisent en 2 traités de paix. En plus des Émirats arabes unis, il y a un autre traité de paix entre Israël et le royaume du Bahreïn. La question du jour, c'est donc quelles conséquences pour le Proche-Orient, la géopolitique mondiale et la population palestinienne. Bienvenue dans ce 52e épisode d'Only Hebdo sur ERFM et bonne écoute à tous. Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Nous vous félicitons, nous nous félicitons et le monde entier à l'occasion de la signature officielle de l'accord de paix entre les Émirats arabes unis et Israël, ainsi que la déclaration de paix entre le royaume de Bahreïn et Israël. Nous sommes bien conscients que cette décision courageuse est le résultat d'efforts importants et a été prise par des dirigeants sages et visionnaires qui ont pris des décisions extraordinaires dans des moments difficiles. Nous sommes absolument certains que cette étape et celles qui suivront seront positives pour nos pays et la région, et même pour le monde entier, puisque la paix, la stabilité et la sécurité ouvrent la voie à de grandes réalisations. Et concernant votre question sur l'ambiance aux Émirats après la signature de l'accord, je tiens à vous assurer et à confirmer que malgré la chaleur, l'ambiance aux Émirats est positive et qu'il y a un esprit de coopération venant des citoyens émiratis et des résidents permanents, même des touristes qui vivent heureux et acceptent ce que la vie apporte. Tout le monde est étonné par cet accord, tout le monde est heureux et tout le monde attend de voir les fruits de l'accord lorsqu'il sera mis en œuvre. Bouleversement, coup de maître de Donald Trump, victoire de Netanyahou, coup dur pour les Palestiniens, beaucoup de questions en suspens depuis la signature de ces accords d'Abraham. Alors déjà, on peut constater que les médias n'en ont pas beaucoup parlé parce qu'ils ne savent pas vraiment sur quel pied danser avec cette affaire. On ne sait pas vraiment qui ressort gagnant, chaque partie a sa propre vision, mais on a tout de même l'impression que c'est une page qui se tourne, c'est une nouvelle date, et que potentiellement les accords d'Abraham vont enfin, j'ai envie de dire, prendre le dessus et remplacer les accords d'Oslo. On va peut-être enfin sortir de la fameuse solution à 2 États, puisque, il faut le dire, c'est la situation israélo-palestinienne et plus largement au Proche-Orient est bloquée depuis les accords d'Oslo, depuis 1993. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Corias ? Les accords d'Oslo, oui, ça fait maintenant plus de 25 ans que, en réalité, personne ne croyait. Alors peut-être que les présidents américains successifs se sont dit qu'ils allaient obtenir la paix. C'était un peu le deal à chaque fois. Le Graal, c'était d'obtenir la paix définitive au Proche-Orient, mais les Israéliens, en réalité, n'en ont jamais voulu. Et puis les Palestiniens avaient aussi leurs propres intérêts. Et ça ne s'est jamais fait, sauf sur cette illusion d'une cohabitation de 2 États. On le voit aujourd'hui, les 2 États n'existent pas, si ce n'est la Cisjordanie qui est grêlée de camps israéliens, excusez-moi, mais grêlée de colonies israéliennes avec des routes qui évitent soigneusement les villes qui sont encore palestiniennes. Donc la Cisjordanie, pour ceux qui ne savent pas, c'est un presque État palestinien, mais qui est miné de l'intérieur par des colonies israéliennes et qui avait été dealé après la guerre En fait, la Cisjordanie a été gagnée ou envahie par les Israéliens après la guerre des 6 jours en 67, évidemment jamais rendue, et peu à peu, les Israéliens, depuis une cinquantaine d'années, donc, ont installé des colons à l'intérieur. Alors, même s'ils sont sortis de Gaza et que Gaza devient une enclave palestinienne sous la direction du Hamas, la Cisjordanie, elle, est plutôt sous la direction du Fatah, qui est un peu en gros la gauche palestinienne, et le Hamas, c'est le parti islamiste ou islamique palestinien. Bref, la solution à 2 États, elle a vécu depuis longtemps, et on dirait que les monarchies du Golfe, dont Abu Dhabi, se disent, avec évidemment l'Arabie Saoudite derrière, bon bah c'est plié, c'est fini pour les 2 États, on va
on va mettre sous le tapis notre défense de la Palestine pour tendre la main à Israël et éventuellement essayer de vivre en paix avec l'entité israélienne. Voilà, c'est ce qui se passe. Oui, alors parce que on va peut-être le rappeler à nos auditeurs, hein, les accords d'Oslo donc de 1993 étaient signés par Yasser Arafat, Yitzhak Rabin, sous l'égide de Bill Clinton. Et c'est vrai qu'ils entendaient mettre en place ces accords, la fameuse solution à deux États, mais dans les faits, on sait très bien que ça n'a jamais été viable, simplement parce qu'Israël ne veut pas d'un véritable État palestinien à ses portes. Donc on avait là une fausse paix avec une volonté larvée de stagnation. Et de grignotage aussi de la Cisjordanie, que les Israéliens appellent la Judée-Samarie. Hein. Là, on retourne à des sources bibliques plus ou moins douteuses. Et tout cela sous l'œil de l'ONU, qui a pourtant condamné l'occupation de la Cisjordanie par Israël, mais comme on dit, les décisions de l'ONU ne pèsent pas face à l'armée israélienne qui a tous les droits sous le parapluie américain. Donc les Américains ont aussi mené un jeu très hypocrite de ce point de vue, parce que s'ils avaient voulu vraiment la paix, ils auraient empêché de toute manière Israël, qui soutiennent à la fois financièrement et militairement, d'envahir cette enclave, évidemment plus grande que Gaza, ça fait 5000 km², la Cisjordanie, et Gaza c'est tout petit, mais il leur a interdit quasiment physiquement de construire leur colonie là-bas. Or maintenant, il y a un demi-million d'Israéliens en Cisjordanie. Il y a, sur une population mondiale d'un peu plus de 8 millions de Palestiniens, il y en a la moitié qui sont en dehors du pays. Il y en a à peu près 3 millions en Cisjordanie, 1 million à Gaza. Voilà, donc ce pays est coupé en trois, une moitié à l'extérieur, 3/4 de la moitié en Cisjordanie et 1/4 de la moitié à Gaza. Voilà, donc tout a été découpé. C'était l'intérêt, évidemment, d'Israël de le faire. Et avec cet accord, l'accord Abraham, Netanyahou s'est félicité, lui qui est très très en difficulté sur le plan intérieur, évidemment, on a vu il y a des révoltes, des manifs, enfin des révoltes, non pas jusque-là, mais au moins des manifs, hein, et surtout un pouvoir très très disqualifié, lui se retrouve à pérorer et à dire que c'est une victoire, puisque non seulement Israël aurait, et là j'utilise le conditionnel, obtenu la paix avec les pays arabes, ceux de la Ligue arabe en gros, et on reviendra là-dessus, et en plus, lui ne renonce pas, puisqu'il l'a dit de manière très rouée, il n'en renonce pas à carrément l'annexion de la Cisjordanie. Hein. Il l'a dit en le criant moins fort, mais c'était en direction évidemment des durs de la tendance sioniste. Voilà, donc on peut s'attendre, je pense, à des événements plus durs bientôt. Et si cet accord a été obtenu par Jared Kushner au nom de Trump entre les deux parties, Abu Dhabi et Israël, eh bien, on peut penser que derrière les cris de victoire du camp américano-sioniste, il pourrait y avoir des difficultés grandissantes, surtout sur la résistance palestinienne, qui s'estime flouée évidemment des deux côtés, elle n'a pas participé au débat, et en plus carrément trahie par les monarchies du Golfe, qui aujourd'hui ont plus peur de l'Iran et de la Turquie, et surtout de l'Iran, que de l'entité israélienne, qui lui servirait aujourd'hui peut-être de nouveau parapluie, parce que à la place des Américains, parce que les monarchies du Golfe, et donc les monarques, ne se sentent peut-être pas forcément extrêmement légitimes dans leur pays. Et pour en revenir très rapidement à Abu Dhabi, c'est un des régimes les plus durs et les plus antipopulaires dans le Golfe. Et ce régime, lui, un peu comme celui de Mohammed Ben Salman en Arabie Saoudite, ne tient que sur la coercition et puis l'achat en gros de voix, etc. Mais ils ont peur de renversement, ils ont peur d'un printemps arabe, et on a vu avec les événements de Bahreïn il y a quelques années que un soulèvement est possible, pas forcément chiite, mais aussi sunnite, ou en tout cas, je dirais, non pas dicté par Erdogan, qui tient un peu avec le Qatar, les frères musulmans, mais en tous les cas, une révolution islamiste ou islamique, à l'iranienne ou à la turque, à la fois, je dirais, islamique à l'iranienne ou alors démocrate à la turque, qui mettent la pression, ou qui mettraient la pression sur les monarchies du Golfe. Voilà, donc tous ces pays-là qui ont fait cet accord ont des problèmes intérieurs et essayent de sceller des accords pour montrer leur pouvoir, leur influence, etc. à l'extérieur. Mais il n'est pas sûr que ce soit très durable.
Vous l'avez souligné, mais on va peut-être réaffirmer ce point. Parmi ces pays qui ont des problèmes intérieurs, effectivement, Israël est quand même en pointe, puisque Netanyahou a été vindicatif et a eu effectivement une rhétorique assez violente par rapport à la poursuite de la colonisation. Mais dans les faits, en a-t-il les moyens? Et puis, il faut aussi parler de la situation intérieure israélienne, c'est-à-dire que le pays est quand même relativement paralysé. On le dit depuis plusieurs émissions, en Israël, et c'est unique au monde, il y a 2 premiers ministres. Il y a Benjamin Netanyahou, alors qui lui a une politique effectivement beaucoup plus basée sur l'impérialisme, et Benny Gantz, qui lui a une politique, on va dire, un peu plus sécuritaire, voilà, recentrée. Et malgré les apparences, peut-être que ces accords d'Abraham ne sont pas une victoire pour Netanyahou, mais peut-être une victoire pour Benny Gantz. Oui, indirectement. En tous les cas, Trump, lui, avait besoin, pour redorer son blason aussi, terni par les soi-disant 200 000 morts dus au Covid-19 et utilisés par Joe Biden et les démocrates contre lui, il avait besoin de redorer son blason au niveau extérieur. C'est vraiment toujours pareil. Notre président François Hollande, l'ancien, avait lui choisi de faire la guerre au Mali contre les djihadistes ou les prétendus djihadistes qui s'opposaient qui voulait faire carrément une partition du Mali. Il avait voulu s'en sortir à l'extérieur. Bon, ça a mal fini pour lui. La guerre au Mali est toujours là. Hollande a disparu. On peut prédire aussi des difficultés grandissantes parce que Netanyahou n'a fait avec cet accord que gagner du temps, et en plus cet accord est en train peut-être de séparer, ou en tous les cas d'agrandir la distance entre, j'aime pas cette expression parce qu'elle est un peu cucu, la rue arabe et les régimes arabes, et surtout les régimes non démocrates. En tous les cas, les peuples arabes, eux, qui restent anti-israéliens globalement, ont peut-être du mal à suivre et à comprendre les jeux tactiques de leurs représentants, mais pas élus, puisque ce sont des princes pour la plupart dans les monarchies, et avec l'entité israélienne. Et tout ça pourrait mener, alors même si c'est une victoire de courte durée pour Netanyahou, Trump, ou l'axe Jared Kushner, Donald Trump, ça peut mal se passer à l'avenir. Et je parle même pas en fait de l'unité arabe maintenant, qui est carrément par terre, même si après l'accord d'Abu Dhabi et Bahreïn, même si Oman et surtout l'Arabie saoudite suivent, puisque avec Mohamed Ben Salman, on le sait, MBS, le rapprochement avec Israël est déjà dans les faits, il est effectif, mais il n'est pas encore officiel, puisque la Ligue arabe s'est fondée sur le refus à la fois de reconnaissance de l'État d'Israël et surtout la défense de la Palestine et de la création d'un État palestinien, ou de la recréation, puisque l'État existe de fait, mais il est occupé. Alors pour le moment, il n'y a que 4 États qui ont normalisé leurs relations avec Israël, 4 États arabes. Il y a la Jordanie, l'Égypte et maintenant, donc c'est officiel, les Émirats arabes unis et le Royaume du Bahreïn. Et c'est vrai qu'on se demandait d'ailleurs que venait faire le Royaume du Bahreïn dans cette affaire, mais peut-être il est là pour impulser la dynamique, pour inciter les autres pays arabes à suivre le pas. Oui, Oman, on l'a dit. Alors, les gens connaissent peu Oman. Ce sont des zones pétrolières, en général, qui sont protégées par les Anglo-Américains. Oman va suivre probablement, et l'Arabie Saoudite aussi. Mais l'Arabie Saoudite voulait savoir, en laissant les EAU, Émirats Arabes Unis, faire en gros le sale boulot, savoir comment serait prise cette décision au niveau international, vis-à-vis de l'opinion publique, qu'elle soit arabe ou occidentale. Et pour l'instant, ça a l'air, je dis ça a l'air parce que c'est la presse mainstream qui l'a commenté avec beaucoup de, comme on dit, vous l'avez dit, de tact, ça a l'air de bien se passer, mais ce n'est que le début, et évidemment, la Turquie n'est pas forcément d'accord, même si Erdogan ne s'est pas prononcé de manière très claire dessus. Par contre, les Iraniens ont parlé, je crois, d'une stupidité géopolitique ou stratégique, ce qui est normal. Mais on le sait, que ce soit les Émirats Arabes Unis, que ce soit Bahreïn et bientôt Oman et l'Arabie Saoudite, tous ils sont en train de chercher une protection depuis le retrait relatif des Américains du Proche-Orient du côté d'Israël, parce qu'ils n'ont pas confiance je dirais, dans les politiques d'expansion
de la Turquie et de l'Iran, qui sont, je le rappelle, qui ne sont pas des pays arabes. Et la Turquie est une démocratie théoriquement laïque, même si l'AKP est un parti islamiste, le parti du président. Et puis l'Iran, depuis 1979, est non pas une monarchie, ni une démocratie, mais c'est un pays, un régime islamique, et qui tente bien des peuples du côté même du Golfe. Et c'est pour ça que les Saoudiens, surtout, en ont peur. Il y a des chiites en Arabie Saoudite, il y a des chiites au Qatar, même si ce n'est pas une majorité, ce sont des pays sunnites. Hein. Mais l'exemple du Bahreïn, où il y a eu des révoltes chiites qui ont été matées dans le sang, a foutu la trouille à tous les princes, les milliers de princes oisifs et branleurs de la région, et qui vont chercher maintenant protection du côté d'Israël, qui a la bombe atomique. Mais il ne pèse rien face, effectivement, aux volontés d'expansion de l'Iran, qui sont réelles, hein, et de la Turquie, qui ont deux armées puissantes, organisées, et qui ont fait leurs preuves. La Turquie a la première ou deuxième armée, je crois, de l'OTAN, la deuxième derrière les États-Unis. Je dis pas de bêtises, hein, il faudra vérifier, mais l'Iran, elle, est sur les terrains de guerre depuis les années 80 et n'a jamais quasiment arrêté des guerres défensives au départ face à l'Irak, et après, offensive, on peut le dire, en Syrie, contre Daesh, l'État islamique, et puis voilà, il y a le soutien du Hezbollah, etc. Ils ont sauvé Assad, avec les Russes, bien évidemment. Donc, il y a une nouvelle recomposition des forces, et on sent que les monarchies du Golfe sont en train de faire dans leur froc. Je suis désolé pour l'expression. C'est toute la question, parce que finalement, si ces accords étaient véritablement actés, dans les faits, effectivement, Israël renoncerait à ses ambitions coloniales sur les territoires palestiniens. Mais vous mettez le doigt sur la suite et sur les pays insatisfaits par cet accord, les pays hostiles à ce plan, à ce programme de paix finalement au Proche-Orient imposé par la diplomatie américaine. Et donc, vous nous soulignez le fait que peut-être que les Iraniens et les Turcs ne vont pas s'aligner sur ce remodelage. Ah, ça c'est clair. Mais en même temps, le pseudo-retrait américain, hein, même si Trump a dit qu'il aimait bien le pétrole irakien, leur donne non pas des boulevards, mais des possibilités de prendre du terrain un peu partout. Alors, on sait que les Iraniens, avec leur axe jusqu'à Damas, ont pris une partie du pouvoir, puisque l'Irak est en partie chiite aujourd'hui, ou l'était déjà, mais en tous les cas politiquement est devenu pas pro-iranien, parce qu'il y a eu évidemment des résistances, mais disons que de Beyrouth à Damas, en passant par Bagdad et jusqu'à Téhéran, un axe s'est formé qui a fait peur à Israël. Et cette puissance régionale s'exprime aujourd'hui, on le sait tous, même s'il y a encore des frictions, ou il y a toujours eu des frictions entre Poutine et le pouvoir iranien, que ce soit Rouhani ou Khamenei, eh bien, la puissance est là, elle est évidente et régionale, et puis les Iraniens ont soutenu aussi la résistance yéménite anti-saoudienne, donc au Yémen, où d'ailleurs Abu Dhabi était présente et a retiré ses soldats, voyant le bourbier, le merdier que c'était. Et de l'autre côté, la Turquie, on le voit, a des ambitions en Méditerranée, notamment pour le gaz, et où elle s'affirme de plus en plus, d'abord contre la Grèce et Chypre aussi évidemment, ou la partie sud de Chypre, mais aussi contre Israël, qui a les mêmes ambitions en Méditerranée, et qui va se heurter de toute façon à la puissance ottomane. Et on le voit aussi, la redistribution ou la reconstitution un peu tectonique des puissances régionales s'opère actuellement en Libye, où évidemment le pays est coupé en trois quasiment, avec une forte présence turque ou du côté de comme il s'appelle, Sarraj, je crois, et avec de l'autre côté les Égyptiens qui sont évidemment pour Haftar, ça on en a déjà parlé, mais là on retombe sur le contentieux évidemment turco-égyptien qui a eu lieu, je crois en 2013, lorsque Morsi, l'islamiste, donc frère musulman, avec la Turquie, le Qatar derrière lui, a été débarqué par Sisi, al-Sisi, le général, avec les Américains derrière, probablement les Israéliens, et l'Égypte, entre guillemets, a été sauvée du camp islamiste par une intervention extérieure camouflée sous le nouveau pouvoir du général Sisi. Et donc là, ça a mis un coup d'arrêt à l'expansion turque. Alors là, pour le coup, on était en Afrique, mais c'est le prolongement
des guerres un peu du Proche-Orient, et toute la zone est en fusion, ou en tous les cas, il y a des fumerolles un peu partout. Et là où le Qatar et la Turquie ont pris un coup sur le nez, c'est-à-dire en Égypte, ils ont été, évidemment, en Libye, ça c'est plus tard, mais surtout en Syrie, ils ont été tentés de renverser le pouvoir d'Assad. Ça n'a pas marché parce que les Russes sont intervenus. Donc au-delà de ces trois puissances régionales que sont Israël, la Turquie et l'Iran, il y a quand même les deux grands qui planent. On le sait avec Trump qui n'a pas abandonné je dirais, le pétrole de la région, qui ne veut pas non plus que la Chine, avec sa route de la soie, s'impose trop facilement là-bas. Et puis d'ailleurs, le ciel appartient toujours aux Américains, hein, qui ont les drones, les AWACS, etc. Ils surveillent tout, ils savent tout. Et puis de l'autre côté, il y a la puissance russe, qui semble non interventionniste, hein, depuis la victoire quasiment en Syrie obtenue, mais qui règle le jeu et qui siffle quand l'un des trois puissance, ou l'une des trois puissances régionales va trop loin. Donc le jeu est toujours réglé par les deux super grands, même si pour l'instant on ne parle pas de la Chine, mais les trois nouveaux grands que sont Israël, la Turquie et l'Iran sont en train de se redistribuer les cartes. Et il n'est pas certain que là-dedans le grand Israël en sorte vainqueur, ni que les accords d'Abraham entre Abu Dhabi et Israël, ou plutôt les Émirats arabes unis et Israël, soient une victoire pour Israël. Alors, peut-être à court terme et au niveau de l'image, mais peut-être pas sur la durée, justement à cause des peuples arabes qui voient ça d'un très mauvais œil. Pour ce qui est de l'Iran, et plus largement de l'axe de la résistance, on pourrait quand même faire remarquer que ces derniers mois, cette dernière année, l'axe de la résistance a tout de même été affaibli par la mort de Soleimani, et aussi par l'attaque du port de Beyrouth. Et puis l'Iran, il faut le dire, est un pays entre guillemets divisé aussi. Donc est-ce que la problématique iranienne sera si importante que ça à gérer en termes régionaux? C'est pas sûr. Et pour ce qui est de la Turquie, effectivement là c'est plus problématique, mais on peut imaginer que le grand frère russe garde un œil sur la question. Oui, et puis de toute façon, c'est les accords d'Astana, je crois, entre Russes, Syriens, Turcs et Iraniens, qui avaient réglé la question. Les Américains, ni les Français d'ailleurs, n'étaient invités. Donc on sait que, à la fois au Proche-Orient et en Asie mineure, pour l'instant, ce sont ces puissances régionales et la Russie qui gèrent le jeu. Mais l'Iran, effectivement, est affaibli par les sanctions qui viennent d'être redurcies, je crois, par Mike Pompeo, mais sur ordre de Trump. Trump qui, comme avec la Corée du Nord, cherche un accord. Alors là, pour le coup, ça va être un peu raide d'obtenir cet accord en octobre. Les élections américaines sont le 3 novembre. Mais il aurait voulu, je pense, un accord en mettant une pression maximale économique sur les Iraniens. Mais les Iraniens, sous la pression économique évidemment américaine, se sont affaiblis, ce qui a monté, comme vous l'avez dit, une partie du peuple iranien contre sa représentance, sa gouvernance, et ça a donné quoi? Ça a donné la tendance un peu réformiste, ou disons très lointainement pro-américaine, ou la tendance soft contre les durs du régime, qui pour l'instant ont obtenu gain de cause lors des soulèvements qui ont eu lieu il y a quelques dizaines de mois. Ça a fait de l'Iran un pays affaibli économiquement, mais qui avait toujours la main militairement au Yémen, en Syrie, etc. Et il n'est pas certain que les sanctions, on l'a vu quand Poutine s'est moqué un peu des sanctions américaines ou européennes, il a réussi à relever son agriculture, à redévelopper son industrie, à ouvrir des passerelles économiques avec la Chine, et l'Iran fait pareil. L'Iran s'ouvre à d'autres pays, la Chine est en train de développer justement son influence. Là où l'Amérique fait des sanctions, la Chine avance. Donc c'est un jeu dangereux aussi pour Trump que d'affaiblir l'Iran, puisque ça augmente évidemment les relations bilatérales avec d'autres grands, c'est-à-dire russes et chinois. Voilà, c'est aussi la limite. Donc effectivement, Iran affaibli actuellement. Erdogan de la Turquie vend en poupe avec toutes ses possibilités, mais toujours la Russie derrière qui, en investissant le moins possible en hommes et en matériel, obtient quand même l'arbitrage dans la région. Et puis il y a la nouvelle déstabilisation en Asie mineure, hein. Erdogan qui regarde l'Asie mineure d'un œil gourmand, cet ancien empire ottoman en partie, et qui aujourd'hui fait les yeux doux aussi du Turkménistan ailleurs à un Erdogan qui
par nationalisme et pan-turquisme, a envie de reconstituer quelque chose du passé. Et on le voit avec les nouveaux engagements militaires entre Arméniens et Azéris ou Azerbaïdjanais. Il y a d'un côté les Turcs qui sont impliqués. Je crois qu'ils sont même impliqués sur une dizaine de terrains militaires, et on peut dire aussi autant de la France. Hein. Et d'un autre côté, l'Arménie qui tient avec un soutien français, etc., la diaspora, bref. Donc, lui regarde de tous les côtés, et là où la puissance régionale s'arrête pour des raisons de superpuissants qui disent stop, hop, elle va je dirais, se réappliquer ailleurs. L'Iran, c'est pareil. Hein. Comme vous l'avez dit, Qassem Soleimani a été éliminé, en théorie, par les Américains. Et du coup, peut-être que ça a été pour eux aussi un stop donné par Trump, puisque Soleimani était l'homme quand même du pan-persisme, je ne sais pas si on peut dire ça. Et aujourd'hui, l'axe de résistance est effectivement affaibli, mais en même temps, la Syrie a été regagnée dans sa grande majorité territoriale par Assad. Donc le travail est fait de ce côté-là. Moi, je pense que la politique trumpienne et kuchnerienne au Proche-Orient consiste effectivement à contenir les grands acteurs régionaux. Et on a effectivement cette politique de containment version Trump, version administration Trump, envers l'Iran en ce moment, c'est là où on comprend mieux le rôle des Émirats arabes unis, parce que les Émirats arabes unis deviennent les nouveaux leaders validés par les nouveaux leaders sunnites au Proche-Orient, validés par la superpuissance américaine. Ils remplacent l'Arabie saoudite finalement en tant qu'émissaire, en tant que représentant des Américains au Proche-Orient. Et on sait qu'il y a des accords économiques et militaires entre les Américains et les Émirats arabes unis, notamment par rapport à des avions de chasse. Tout ça, c'est fait pour faire pression aussi sur l'Iran, entre sunnites et chiites. Oui, bien sûr. Et puis, les Émiratis, qui ne sont pas idiots, tendent aussi la main aux Chinois, on le voit, mais ça, c'est pour des raisons économiques. N'empêche, ils ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier. Parce qu'il faut le dire, c'est une réalité, parce que nous, on n'est pas non plus trumpistes à 100%, c'est que Trump et ses volte-face ne rassurent pas les monarchies du Golfe. Et donc, ça les a obligés à sortir de leur parapluie américain pour aller chercher de la couverture aérienne, hein, si j'ose dire, ailleurs. Pas chez les Russes, hein, parce que les Russes et les monarchies, même si il y a eu quelques accords ou quelques rencontres, ne s'entendent pas comme larron en foire. On sait que les Russes penchent plus du côté iranien que du côté des monarchies du Golfe. Mais voilà, aujourd'hui, Abu Dhabi, effectivement, fait feu de tout bois d'un point de vue diplomatique, essaie de reconstituer en quelque sorte la Ligue arabe, hein, qui a été pas mal disloquée par tous les événements depuis les printemps arabes jusqu'à la guerre en Syrie. Et on se retrouve avec effectivement une nouvelle petite puissance montante, qui pourtant ne pèse rien d'un point de vue démographique par rapport à l'Arabie Saoudite, qui a 30 millions d'habitants, ou presque, eh bien, qui règle le jeu et qui est effectivement un peu comme de l'huile, un élément de réglage entre toutes les puissances régionales. Et Abu Dhabi ne ferme pas la porte, un peu comme le Qatar l'a fait à une époque, où il n'y a pas si longtemps, à moins de 2-3 ans, ne ferme pas la porte non plus à l'Iran. Mais parce que mieux vaut, comme on dit, tendre la main à son ennemi ou son adversaire que d'affronter un adversaire plus fort. Et Abu Dhabi joue de ce point de vue-là un rôle assez intelligent aujourd'hui de réglage entre tous ces impérialismes régionaux. Et ça marche plus ou moins. Et Israël n'est qu'une étape pour eux. Il y a encore l'Iran et même la Turquie. Pourtant, ce sont théoriquement des ennemis, mais sur des terrains un peu étrangers. Mais n'empêche que, je le rappelle parce que c'est vraiment important, autant une révolution islamique populaire fait peur aux monarchies du Golfe, dont évidemment émiratis, autant un printemps arabe à la turque, organisé par les frères musulmans, et donc avec une visée plus ou moins démocratique, ou en tous les cas électorale majoritaire, fait peur à ces monarchies. Donc elles ont peur des deux modèles que représentent la Turquie et l'Iran, qui en plus ne sont pas vraiment des ennemis, même si
ils ont, par exemple en Syrie, supporté des camps adverses, c'est une réalité, mais ils ne se sont jamais opposés eux-mêmes. Hein. Ces deux pays ne se sont pas fait la guerre depuis plus de 3 siècles. Ils s'accordent d'un certain point de vue, même si ils n'ont pas du tout les mêmes constitutions ou les mêmes structures politiques. Et ce sont des pays qui s'évitent soigneusement, tout en avançant leurs pions et en évitant toujours de se heurter les uns les autres. Donc là, il y a une espèce de collusion, et Erdogan et Rouhani jouent ça assez intelligemment. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir un leadership à la fois régional et peut-être même mondial, parce qu'ils correspondent chacun à une possibilité d'émancipation et d'indépendance dans le monde musulman, qui est effectivement de plus en plus important, on le sait. Un dernier mot autour de l'élection américaine, parce que le fait est que ces accords sont potentiellement une grande avancée malgré tout dans la région, mais il va rester beaucoup de paramètres à gérer. Mais si on avait un changement d'administration aux États-Unis, et si c'était l'administration pour le moment Biden, parce qu'on ne sait même pas si Biden va vraiment représenter les démocrates, mais on va dire si on avait une autre administration que l'administration Trump au pouvoir américain dans quelques mois, là la situation au Proche-Orient pourrait être totalement bouleversée, quoi. Si Trump est un non-interventionniste qui joue apparemment le jeu israélien tout en les mettant dans l'embarras, parce que Netanyahou, on l'a vu, a souvent crié victoire après les décisions trumpiennes, tout en réalisant après que ça serait beaucoup plus difficile pour Israël, et ça serait même presque un isolement, ce qui fait beaucoup peur à cette soi-disant seule démocratie du Proche ou du Moyen-Orient, bien si on change de paradigme et donc de politique aux États-Unis, si on en revient à une politique démocrate interventionniste, avec derrière Biden, ce pauvre couillon de Biden, les faucons américains, les vrais néocons, le pouvoir profond, le Pentagone, on l'appelle comme on veut, là effectivement, ça peut rabattre les cartes, mais aujourd'hui, l'Amérique a-t-elle les moyens de s'opposer, par exemple, d'imposer sa force à nouveau au Proche-Orient et de se heurter à nouveau avec la Russie? C'est pas certain, parce que le grand chantier américain aujourd'hui est économique, et c'est donc plutôt la Chine qui est dans le viseur que la Russie. Et Trump, en 4 ans, a quand même mis la pression sur l'OTAN, et même si l'OTAN essaie de se débrouiller pour resserrer sa ceinture autour de la Russie, on sent bien qu'il y a de l'eau dans le gaz, que les pays de l'OTAN, les pays européens, les puissances occidentales vacillent autour de l'axe américain, que c'est plus la bonne ambiance d'avant, et que même maintenant les Allemands cherchent d'autres, je dirais, parapluies que les Américains, et c'est pour ça qu'ils ont même proposé aux Français de partager leur parapluie nucléaire. Donc Trump a quand même changé les choses, les tectoniques quasiment dans tous les points chauds du monde, et des pays émergents, les BRICS, etc., en profitent maintenant. On dirait presque qu'il a libéré les puissances régionales, et malgré pour l'ensemble des opinions internationales, malgré qu'il passe pour un fou ou quelqu'un d'incohérent. Et on imagine que le retour du Pentagone, s'il était battu après le 3 novembre, le retour du Pentagone ou du pouvoir profond aux affaires serait beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire des interventions américaines seraient beaucoup plus compliquées et même peut-être pas forcément très acceptables dans l'état actuel économique des États-Unis par le peuple américain. Donc Trump j'ai l'impression, il a fait avancer des choses, et les Américains, ou même le pouvoir américain, s'il change, aura du mal à revenir en arrière. Il a initié des choses qui sont difficiles à contrarier. D'ailleurs, on parle de lui comme le prochain nommé au prix Nobel de la paix. Et là, pour le coup, ce sera pas usurpé. C'est quelqu'un qui a, je crois, dans la longue lignée des présidents américains agressifs, a lancé le moins de guerres, et surtout a arrêté le plus de guerres aux États-Unis, qui sont les champions du monde depuis même, je crois, même 150 ans, des guerres projetées à l'extérieur, hein, et même des massacres. Et là, pour le coup, il a changé quelque chose, et c'est comme si le monde se dégelait de l'emprise de l'Empire américain peu à peu, et que lui se concentrait sur les États-Unis, une puissance, je dirais, plus positive et moins guerrière qu'avant.
le 3 novembre nous donnera la clé de tout ça pour l'avenir. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Chers auditeurs, tout est encore à consolider, mais ces accords d'Abraham semblent stopper la politique colonisatrice sioniste et imposer la paix dans la région. Reste à observer les comportements des différents protagonistes dans les prochains mois. On se retrouve la semaine prochaine pour le 53e numéro d'Only Hebdo sur ERFM. Bonne semaine à tous.